Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du cinéma. Au programme, la diffusion sur Netflix du film posthume d'Orson Welles, The Other Side of the Wind, ainsi que les nombreuses ressorties. Dans son histoire du cinéma, Antoine Cyr nous parlera de Charles Maton, en compagnie de sa femme Sylvie Maton, à l'occasion de la sortie d'un coffret DVD regroupant les 4 films du cinéaste. Côté DVD, toujours, nous reviendrons sur 2 longs métrages de Peter Bogdanovich, ainsi que du livre d'entretien que le cinéaste accordé à Jean-Baptiste Torret, et d'un préquel méconnu de French Connection avec Roy Scheider. Notre invité est Vincent-Paul Boncourt pour fêter les 20 ans de Carlotta Film. Et tout de suite, on parle des événements et des ressorties. L'événement donc de ce mois de novembre, incontestablement, est la diffusion sur Netflix à partir du 2 novembre de The Other Side of the Wind d'Orson Welles, on peut le dire, avec John Huston, Oja Kodar et Peter Bogdanovich. Alors il s'agit d'une reconstruction d'une œuvre inachevée d'Orson Welles, dont le scénario avait été à l'époque coécrit par Orson Welles et sa femme Oja Kodar. L'histoire d'un vieux réalisateur alcoolique sur le déclin qui meurt avant d'avoir achevé son film. Alors on est au début des années 70, Orson Welles a déjà beaucoup de difficultés à monter ses films, après de nombreux déboires aux États-Unis mais aussi en Europe. Il décide de confier le personnage du réalisateur Jack Hannaford à John Huston, son copain John Huston, personnage lui-même inspiré d'Hemingway. Pour l'anecdote d'ailleurs, il paraîtrait que Orson Welles faisait boire constamment John Huston durant le tournage. C'était pas difficile, mais hein. à mon avis, c'était pas la chose la plus difficile sur le tournage, en effet. Un tournage qui devait durer 8 semaines et qui s'étendra sur 6 années, de 1970 à 1976. Peter Bogdanovich, très proche d'Orson Welles dans la vie, il avait fait Welles la voix de son documentaire sur John Ford, enfin ils étaient, on le sait, extrêmement proches, joue le protégé d'Anna Ford dans le film, comme un miroir évidemment tendu. Welles voulait dès le départ multiplier les points de vue, mixant à la fois le film inachevé d'Anna Ford à un faux documentaire sur sa soirée d'anniversaire, mélangeant tour à tour le noir et blanc, la couleur, le 16 et le 35 mm. Le film est produit à l'époque par les films de l'Astrophore, qui était une entreprise franco-iranienne de Mehdi Boucheri, qui n'était autre que le beau-frère du Shah d'Iran. Le tournage s'avère chaotique, victime à la fois du caractère colérique de Welles et de ses crises d'inspiration. Paranoïaque, le cinéaste finit même par s'emparer d'une copie de travail en l'emportant avec lui à Rome, puis va tenter d'emprunter de l'argent à droite et à gauche en cherchant de nouveaux investisseurs. Le tournage achevé en 1976, une bataille juridique s'engage alors avec les films de l'Astrophore, qui, au moment de la révolution iranienne de 1979, empêche les Iraniens de saisir le film. Finalement, après de nombreux déboires successifs, Welles meurt le 10 octobre 1985, laissant donc le film inachevé. S'ensuit alors une longue tentative de reconstruction du film lancée par Oja Kodar. Plusieurs grands cinéastes de renom sont approchés pour reprendre le film, mais ils déclinent les uns après les autres. Un différend éclate alors entre Oja Kodar et l'une des filles de Welles qui empêche les intéressés d'accéder aux 1000 pellicules du film entreposées au laboratoire LTC de Bagnolet, mais l'intervention des producteurs Frank Marshall, James Kuttner-Cole et Philippe Jan Rinza a permis de démêler ces problèmes de droit et l'envoi des bobines à Los Angeles. Le montage, le titanesque travail de montage, est alors confié à Bob Moravsky. Après l'échec d'une campagne de crowdfunding menée pourtant par Wes Anderson et Edgar Wright, Netflix arrive finalement à la rescousse et achève la reconstruction du film. Alors, avant d'en parler très brièvement de ce film que j'ai pu découvrir, je voudrais juste citer un avis assez cassant de Bertrand Tavernier sur le projet dans une interview qui a déclaré que selon lui, Welles n'aurait pas voulu que The Other Side of the Wind sorte. Il ne voulait jamais terminer ses films. Selon lui, il était à bout de course. Il n'avait plus de
volonté. Et c'est vrai que le film, en le voyant, laisse un tout petit peu circonspect, ne l'en vend pas tout à fait le doute sur la réelle paternité de l'œuvre. Alors on sait que les producteurs nouveaux, Bogdanovich d'ailleurs fait partie de cette équipe, ainsi que le monteur, se sont inspirés des notes que Welles avait laissées d'un premier montage inachevé, fait avec Yves Descamps à l'époque, mais malgré tout, ce doute ne disparaît pas complètement. Le montage de la soirée d'anniversaire qui est donc entremêlé avec le film, enfin c'est une mise en abîme puisque c'est l'histoire d'un réalisateur qui présente son film, mais à l'intérieur de cela il y a un documentaire sur le réalisateur lui-même, ce qui fait qu'on est constamment entre deux fictions, on va dire, et justement le montage de cette soirée d'anniversaire est assez épuisant, fait penser à un assemblage un peu trop fabriqué. On a même parfois l'impression que les acteurs n'ont pas tourné ensemble, mais voilà, ça se ressent un peu. On voit des caméras dans chaque plan ou presque, une succession de bribes de conversation entrecoupées, de changements incessants de lieux et de personnages, qui donne un peu le tournis et qui finit par lasser, révélateur sans doute évidemment d'un tournage chaotique. En fait, on aurait aimé finalement, enfin selon moi, c'est mon avis, mais voir l'intégralité du film The Other Side of the Wind, le film d'Anna Ford dans le film et le titre du film de Welles, je sais pas si vous me suivez toujours, qui recèle de grands moments de mise en scène, mais je vois qu'Antoine Cyr émet quelques doutes. Non, mais le récit est intéressant, mais la pensée sinueuse. Et le film est très sinueux aussi. Donc la pensée révélatrice du film, peut-être que ce sera plus clair pour les spectateurs qui donc ne pourront le découvrir que sur Netflix à partir du 2 novembre. Jake Hannaford. The Ernest Hemingway of the cinema. I just want to know what he represents. The man is infested with disciples. I'm the apostle. Just like me and God. How could you tell us apart? Patrick's new movie? The Other Side of the Wind. What's that about the movie? We don't talk about the movie. So you old guys are trying to get with it. Is that what this movie's about? Well, we don't actually know. What do we know? Jake is just making it up as he goes along. He's done it before. Movies and friendship. Those are mysteries. Mr. Hannaford, could you please slow down? Mr. Hannaford! What he creates, he has to wreck. It's a compulsion. Want me to bring you another scotch? We'll have our own movie. A real movie. The Other Side of the Wind. Well, here it is. If anybody wants to see it. Alors, pour vous laisser respirer, mon cher Antoine, je pourrais peut-être parler un peu de la rétrospective Jean Renoir à la Cinémathèque, parce que, évidemment, Jean Renoir, c'est un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma français. C'est à la fois quelqu'un qui a fait beaucoup de critiques sociales à toutes les époques, une carrière qui s'étend sur plus de 40 ans. C'est aussi quelqu'un qui a découvert divers âges du cinéma, puisqu'il y a des films en noir et blanc, et puis il y a des films en couleur flamboyants comme French Cancan, comme Le Carrosse d'Or ou comme Helena et les hommes. Et puis, il y a ce qui est extraordinaire quand même dans cette rétrospective, c'est qu'on peut voir à côté des chefs-d'œuvre les plus connus de Renoir, comme La Bête humaine ou comme La Grande Illusion, qui sont des films qui mélangent à la fois un regard social, un regard historique et une formidable vision de l'ironie du sort. Ce qui est extraordinaire, pour donner l'exemple dans La Grande Illusion, ce moment incroyable où des prisonniers russes en Allemagne voient arriver une caisse énorme qui leur a été envoyée par la tsarine et s'attendent à y trouver des aliments puisqu'ils n'ont pas à manger, et qu'ils ouvrent la caisse et dans la caisse il y a des vieux livres, et ce regard-là de Renoir, il va être présent dans toute sa carrière, et le fait de voir toute son œuvre à la Cinémathèque, ça me paraît vraiment extraordinaire. Et puis il y a des films mythiques de Renoir qui sont pas faciles à voir. Il y a par exemple La Chienne, qui est un film qui va inspirer ensuite un film de Fritz Lang, qui est un film de 1931 qu'il faut absolument aller voir. Je le dis alors même que j'aimerais bien avoir une place pour aller le voir, donc je fais en quelque sorte une publicité qui m'arrange pas. Allez-y parce que c'est vraiment très bien, mais laissez-moi une place. Et puis il y a
a aussi les films américains de Jean Renoir, dont certains très étonnants et pas forcément faciles à voir, comme Les Temps tragiques. Et toujours en parlant de la Cinémathèque, j'ajoute également qu'il y a un court cycle autour d'Ennio Morricone du 21 au 26 novembre. Une masterclass sera donnée d'ailleurs par le maître italien le 21 novembre et un concert aura lieu à Bercy le 23 novembre. Ennio Morricone évidemment en complément de l'événement Sergio Leone à la Cinémathèque française. Les ressorties cette fois, mon cher Antoine, avec Breaking Away de Peter Yates, alors qui a un titre français peut-être plus connu qui s'appelle La Bande des Quatre, qui est ressorti le 31 octobre en version restaurée avec Dennis Quaid, Dennis Christopher, Daniel Stern et Jackie Earle Haley. L'action du film se situe à Bloomington dans l'Indiana où 4 adolescents issus de la classe ouvrière trompent leur ennui entre baignade dans une carrière abandonnée, bagarre et drague. L'un d'entre eux, passionné par le cyclisme et l'Italie, va participer à une course le mettant en rivalité avec des étudiants issus de milieux plus favorisés. Le film est à la fois inspiré d'une histoire vraie, celle d'un coureur cycliste américain professionnel, David Blaze, qui avait réalisé les 139 tours sur 200 de la course Little 500 de l'université d'Indiana, que l'on voit dans le film, et autobiographique, mon cher Antoine, par le scénariste Steve Tezic, que vous affectionnez particulièrement, qui participa en 62 à cette course en tant que suppléant dans l'équipe de David Blaze. Oui, Steve Tezic, personnage assez fascinant, qui va faire le scénario de Georgia, d'Arthur Penn, qui est un film que j'aime beaucoup, mais qui va aussi faire le scénario du Monde selon Garp, et qui va faire un livre qui est un roman posthume, qui a eu énormément de succès et qui s'appelle Carou. Et donc, dans la bande des quatre, puisque Breaking Away en français c'était appelé la bande des quatre, on retrouve un des thèmes qui sont très chers à Steve Tezic, qui sont le thème de disons la bande des bourgeois et puis la bande des fauchés dans une ville de province américaine. C'est en fait, sur ce plan-là, on peut dire que la toile de fond de la bande des quatre est très proche de la toile de fond de Georgia. C'est très autobiographique. Il y a un peu de tendresse sur l'Amérique qui peut parfois évoquer les frères Cohen, mais qui est posé avec un regard peut-être plus grinçant, celui de Tezic étant celui d'un immigré qui a rêvé le rêve américain et qui a souvent trouvé que le rêve américain était un peu décevant et un peu dur aussi. Et là, cette dureté, on la voit à travers le sport et à travers cette course folle menée par ces étudiants américains pour gagner cette course un peu bizarre sur un circuit. On est proche d'Indianapolis, donc ils font une espèce de course comme la course automobile d'Indianapolis, sauf que c'est sur un circuit beaucoup plus petit avec des vélos et c'est visuellement très étonnant. Oui, c'est un morceau de bravoure réalisé par Peter Yates. On peut peut-être dire deux mots de Peter Yates, puisque voilà, il a été sans doute trop cantonné au succès de Bullitt et il prouve là sur un très bon scénario que il pouvait réaliser autre chose, des films sensibles. D'ailleurs, ce film a été apprécié à l'époque, il a été nommé aux Oscars. Steve Tezic a remporté l'Oscar du scénario et c'est ce que on pourrait mettre aussi en avant, c'est en effet la sensibilité de Peter Yates qui réalise donc aussi bien les scènes de voiture que les courses à vélo, très clairement. C'est un film en effet très drôle, oui, par certains côtés. L'italianisation du personnage de Dennis Christopher recèle quand même des moments très, très cocasses, rythmés, sensibles, attachants. Et puis c'est une sorte aussi de précurseur du teen movie qui deviendra un genre en soi et qui fera florès dans les années 80, notamment avec les films de John Hughes. Donc à découvrir ou redécouvrir absolument dans les salles. Glad we got fired from the A&P. I mean, right now, we'd be working. Going to college must do something to girls' tits, I swear. Not here. Goddamn bastard, where's that retard? Buongiorno! He was as normal as pumpkin pie. Figaro, 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 Figaro! His poor parents. Buongiorno, Papa. I'm not Papa, I'm your goddamn father. There's that Ivy music again. I'm gonna have this out with him now. Papa! Ciao, Papa! I'll tell him he either has to get a job or go to college. Now, who would ever hire a guy like that? I'm gonna wind up a bum. He'd ruin me if I hired him.
The only thing I'm afraid of is wasting the rest of my life with you guys. I thought that was the whole plan. That we were going to waste the rest of our lives together. For the Cutter team is still out front. We've learned he has yet to come in for an exchange. Autre ressortie, celle de L'Adieu aux armes, A Farewell to Arms, première version réalisée par Frank Borzage en 1932, qui ressort le 14 novembre en version restaurée. Antoine, avec Gary Cooper, Helen Hayes et Adolphe Manjou. Nous sommes dans le nord d'Italie en 17. Le lieutenant Frédéric Henry, joué par Gary Cooper, engagé volontaire américain dans le corps sanitaire de l'armée italienne, œuvre sur le front. Il porte assistance aux soldats alliés luttant contre les troupes austro-hongroises. C'est un osseur, tête brûlée, qui traverse avec une égale légèreté les dangers du front et les plaisirs de la vie, jusqu'au jour où il rencontre une jeune infirmière britannique qui a perdu son fiancé au front. Alors, c'est un film qui est tiré de Hemingway. Alors déjà, Hemingway avait pas forcément adoré le film qui avait été fait par Borzegui, qui est le vrai film fait par Borzegui est absolument sublime. Hein, vous verrez. C'est bien que vous me corrigiez sur la prononciation le personnage joué par Helen Hayes, qui était une très grande actrice de théâtre, qui a fait relativement peu de cinéma, mais qui était une des plus grandes actrices américaines et magnifique. Gary Cooper est formidable, mais il faut savoir que ce film, qui est sorti juste avant l'édiction du code Hayes, du code de censure américain, a été massacré ensuite par la censure, parce que c'est quand même un film dans lequel il y a une histoire de désertion, il y a une histoire d'enfants, enfin en tout cas de femmes qui se retrouvent enceintes hors mariage. Enfin bref, il y a tout ce que la morale américaine réprouvait à l'époque. Et donc, comme c'était un film qui avait eu énormément de succès, il a fallu continuer à l'exploiter après l'arrivée du code de censure, mais ça a été dans une version totalement expurgée, massacrée, qui durait 1 heure, et pendant très longtemps, la version qui circulait, y compris peut-être pas en DVD, mais en tout cas à l'époque des cassettes VHS, était la version massacrée. Et donc là, évidemment, on a droit à une restauration de la vraie version du vrai film de Borzegui, qui est magnifique. Qui est magnifique et qui comprend plus formellement des vraies inventions. Il y a ce plan, je retiendrai juste ce plan subjectif de l'entrée à l'hôpital de Gary Cooper, suivi du baiser d'Helen Hayes qui envahit le cadre, photographié par le très grand Charles Lang, pour lequel d'ailleurs il remporte un Oscar. Donc c'est un film en effet absolument incontournable à redécouvrir dans les salles le 14 novembre. What sort of a town is this? Any girls? Many beautiful English nurses. The most beautiful is Miss Barkley. How do you do? How do you do? You're a grand girl. I'm a crazy girl. Why? To stay out here. Miss Barkley prefers you to me. You like her? No. I wish he could do something really sinful. Everything we do seems so innocent and right. You'll never get married. We will. No, you won't. You'll fight before you'll marry. Oh, we never fight. You've time yet. We won't fight ever. You'll die then. Fight or die. That's what people do. I'm going to be away for a while. Say I'll come back to Catherine. I'll come back to Catherine. I'll always come back. Un classique parmi les classiques, Drôle de frimousse, Antoine, de Stanley Donen, réalisé en 1957, ressort également dans les salles le 14 novembre. Alors, c'est un des premiers films vraiment tournés à Paris, un des premiers films musicaux américains vraiment tournés à Paris, parce qu'évidemment, il y a une référence dans ce domaine qui est Un Américain à Paris, tourné quelques années plus tôt par Vincente Minnelli, mais ce film n'a pratiquement pas été tourné à Paris. Il y a des magnifiques studios hollywoodiens qui
qui tiennent lieu de Paris. Là, non, c'est différent. Stanley Donen et son équipe, qui comporte notamment Fred Astaire et Audrey Hepburn, se transportent à Paris avec des morceaux de bravoure de cinéma et de comédie musicale tournés sur la Tour Eiffel et dans différents hauts lieux de Paris. Et puis, d'ailleurs, un autre morceau de bravoure dans un endroit beaucoup moins connu à la fin du film, qui se déroule dans un château au bord d'un lac qui se trouve au nord de Paris. Et c'est un film qui est très intéressant parce qu'il dit beaucoup de choses du personnage d'Audrey Hepburn, puisque Audrey Hepburn joue dans ce film une libraire ou une bibliothécaire qui est très intellectuelle, et à la fois c'est cette intelligence qui fait sa beauté. Or Audrey Hepburn, c'est bien une femme dont l'intelligence fait la beauté. Elle s'oppose, disons, aux femmes qui sont des femmes qui sont de pur sexe symbole. Audrey Hepburn, c'est tout à fait autre chose, et en même temps c'est quand même quand elle va se libérer de cet appareil intellectuel et aussi des existentialistes qui sont dépeints de manière très, très ironique et très drôle dans ce film, c'est quand elle va se défaire de cet attirail intellectuel et qu'elle va devenir une star de la mode, qu'elle accède quand même à une beauté radieuse. Donc c'est un film qui est très intéressant parce qu'il dit beaucoup de choses du rôle de l'intelligence dans la beauté, et en même temps du fait qu'à un moment la beauté, ça repose quand même aussi sur les apparences, et que se libérer de la pure intelligence est aussi le moyen d'accéder à la beauté. Donc voilà, je trouve que c'est en grand amateur d'Audrey Hepburn, j'aime beaucoup ce film pour ça. Et on termine cette partie ressortie avec Le Troisième Homme de Carol Reed, The Third Man, qui ressort en version restaurée 4K le 21 novembre avec Joseph Cotton, qui joue un écrivain américain qui s'appelle Holly Martins, qui arrive dans la Vienne occupée de l'immédiate après-guerre, invité par son ami Harry Lime, Orson Welles. Ce dernier vient de mourir dans un accident de la circulation. Martins choisit alors de mener sa propre enquête pour démasquer les assassins de son ami, mais rien ne va le préparer à ce qu'il va découvrir, avec également au casting, bien sûr, Ali Davali et Trevor Howard, sur un scénario de Graham Greene. Les versions divergent, parlons de cela tout de suite, quant à l'implication réelle de Welles dans la mise en scène. On a d'ailleurs parfois attribué la réalisation du film à Welles lui-même, alors que l'acteur-cinéaste a toujours admis assez honnêtement le travail de Carol Reed, à part quelques suggestions de plans, celui des doigts de son personnage agonisant à travers une grille d'égout. Alors, c'est vrai que si on analyse un peu le style visuel du film, qui est marqué par la profondeur de champ, les angles de caméra obliques presque systématiques, on ne peut pas toutefois s'empêcher de penser que Reed ait pu être influencé par Citizen Kane ou La Dame de Shanghai. Il y a l'anecdote de Welles qui a écrit la fameuse réplique du coucou que je vous laisserai redécouvrir à la vision de ce film. Welles qui d'ailleurs au départ avait accepté, d'abord pour des raisons d'argent, car il en avait besoin pour achever son Othello. Il avait déjà à l'époque du mal à financer ses films. Il refusa d'être filmé dans les égouts de Vienne, prétextant des raisons de santé. C'est pourquoi ces gros plans ont été tournés en studio à Londres, et les plans d'ensemble ont été tournés avec une doublure dans les rues de Vienne. D'ailleurs, il ne tourna qu'une semaine. Et puis, le film a pourtant la réputation d'avoir été principalement tourné en décor naturel, à l'instar des films néo-réalistes de cette époque. Il y a bien sûr, Antoine, la musique mythique célèbre d'Anton Karas que Carol Reed a rencontré par hasard dans un café de Vienne. Il lui a demandé alors de lui composer la musique, désormais légendaire, interprétée à la sitar. Et le film a été très bien reçu puisqu'il recevra la Palme d'Or à Cannes et un Oscar de la photographie pour Robert Krasker. La composition par Anton Karas, qui était d'ailleurs pas du tout évidente, parce que donc Carol Reed rencontre Anton Karas dans un Windstube de Vienne, qui jouait de la sitar. Il dit c'est formidable, et là il lui dit on va faire un générique, on va faire un air typiquement viennois, et en fait Anton Karas c'était pas vraiment compositeur, il avait dans l'oreille toutes les musiques mais qui se jouaient à Vienne, mais bon, on n'est pas dans la valse, on n'est pas dans il n'y a pas de repère précis, et donc Anton Karas a été littéralement héliporté dans un studio d'enregistrement londonien par Carol Reed, et donc tous les soirs Carol Reed venait le voir en lui disant alors est-ce que vous avez ma musique, et en fait ça durait tous les jours, et le pauvre Anton Karas n'arrivait absolument pas à composer la musique, et il a été littéralement séquestré pendant plusieurs mois. Alors il était séquestré, il était payé quand même, il était dans un bel hôtel, et évidemment ça le sortait un peu de sa vie viennoise, et puis un jour finalement il a sorti cette musique absolument mythique du Troisième Homme, qui a fait de lui une célébrité. Le pape a voulu le rencontrer,
Il a même, à un moment, on lui a dit, il faut que tu ouvres toi-même le café qui sera le café d'Anton Karas, et tout le monde viendra à Vienne pour aller écouter Anton Karas qui joue l'air du Troisième Homme à la sitar à Vienne. Ça a duré quelques années, et puis à un moment, Anton Karas a dit, moi j'en ai assez, je suis pas patron de café, je suis pas star, et il s'est remis tranquillement à aller jouer de la sitar dans les cafés des autres, et il a terminé sa vie comme ça. Et le film fascine toujours autant par son atmosphère morbide de fin du monde, ses cadrages expressionnistes et ses nombreuses séquences inoubliables. L'homme au ballon, je pense à cette scène en particulier, ou l'apparition bien sûr d'Orson Welles, le plan final. Tout cela est bien sûr à redécouvrir. Pour l'anecdote, le film est joué depuis des décennies dans le même cinéma de Vienne, le Burgkino, qui le programme très régulièrement. Donc ce classique de Carol Reed est à voir et revoir. Antoine, 2 autres films de Carol Reed ressortent également dans les salles plus méconnues. Première Désillusion, réalisé en 1948, et L'Homme de Berlin, avec James Mason, réalisé en 1953. Oui, 2 très bons films. Carol Reed a fait plusieurs films avec James Mason. Il utilise très bien le personnage tragique de James Mason. Et puis, Première Désillusion, c'est un beau film assez tragique qui tourne autour de l'enfance, avec 2 acteurs magistraux qui sont Michel Morgan, qui est peut-être dans un des tout meilleur rôle de sa vie. Michel Morgan, qui avait passé une partie de sa vie sans un énorme succès d'ailleurs aux États-Unis, et qui là, rentrant en Europe, se retrouve en situation de jouer dans un film anglais où elle va parler anglais, puisque Carol Reed était anglais, et elle a comme acteur en face d'elle un autre monument du cinéma, cette fois-ci du cinéma britannique, qui est Ralph Richardson. Et donc c'est une histoire très amère, très angoissante, mais très belle, qui confirme que Carol Reed était un très grand cinéaste. Donc très grand cinéaste à redécouvrir dans les salles à partir du 21 novembre. Is Mr. Martins engaged on a new book? Yes. It's a murder story. It's based on fact. It's called The Third Man. Harry Lime. Best friend I ever had. So you're going to find me the real criminal. Sounds like one of your stories. You're wrong about Harry. You're wrong about everything. Should have gone to the police, you know. Come out, whoever you are. En 1998, Vincent-Paul Boncourt cofondait Carlotta Film, en hommage à Carlotta Valdés, l'héroïne fantasmée du Vertigo d'Hitchcock, le film absolu de l'histoire du cinéma selon lui. La société a depuis tracé sa route, sortie salle, édition prestige DVD Blu-ray, publication de beaux livres. Carlotta est devenue, à l'heure du numérique, un acteur incontournable du cinéma de patrimoine, dont nous évoquons très régulièrement dans Flashback la riche actualité. Vincent-Paul Boncourt est notre invité pour célébrer comme il se doit les 20 ans de Carlotta. Vincent-Paul Boncourt, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors il y a 20 ans, tout juste, vous sortiez La mort aux trousses, votre première édition. Quel souvenir gardez-vous de cette première sortie, Carlotta ? Donc on garde un souvenir très très fort et très vivace de cette sortie il y a 20 ans, puisque Carlotta est vraiment partie de là avec cette première sortie, et le succès de cette sortie dépendait vraiment de la suite, de pouvoir racheter d'autres films, les ressortir, les faire exister de nouveau. Et La mort aux trousses a été un beau succès à tout niveau, puisqu'on l'avait sorti en fait comme un peu c'est notre approche depuis le début, de ressortir des grands classiques de l'histoire du cinéma plus ou moins connus, tels des films nouveaux.
C'est-à-dire, c'est-à-dire on sort dans le marché, dans l'actualité du cinéma, avec une nouvelle promotion, communication. À l'époque, j'ai retrouvé là le numéro spécial qui avait été fait des Cahiers du cinéma, un supplément. On avait été démarché pour réaliser quelque chose de plus qu'un simple article de 2 pages, et on avait fait un numéro spécial de 16 pages qui revenait sur le film, des partenaires médias, etc., etc. Et le film a existé puisque le vrai challenge, quand on nous le disait, mais bon, déjà, il y a 20 ans, on nous disait, mais vous êtes fous, tu es fou de créer une société de distribution spécialisée dans le patrimoine, ça intéresse personne, c'est que des vieux films, que parisiens. Et puis, La mort aux trousses, tout le monde l'a déjà vu. C'est vrai qu'on est sur un des films iconiques, mais en même temps qu'il n'y avait plus de distributeurs, donc qui n'étaient plus disponibles pour être montrés sur grand écran au cinéma. Ce qui arrive régulièrement avec des films où les droits sont expirés, où il n'y a plus de distributeur qui prend la relève. Et le film était un peu, pas banalisé, mais beaucoup vu à la télévision, passait tous les ans sur France 3, FR3 à l'époque, sortait en VHS, etc. Mais en même temps, je me disais, moi déjà en tant que spectateur et jeune cinéphile, que j'avais envie de revoir ou voir La mort aux trousses sur grand écran. C'est-à-dire dans son format d'origine, en version restaurée, et de vivre l'expérience salle, même si je l'avais grandi avec ce film en le voyant constamment, comme je disais, à la télévision, mais en version française, par exemple. Donc toutes ces données-là nous ont fait croire qu'il y avait une envie, un public, un désir à créer, à développer, pour voir ou revoir La mort aux trousses au cinéma. Il y a des sorties DVD qui semblent avoir joué un rôle important dans la redécouverte de certains auteurs, ou en tout cas dans le fait de les rendre accessibles. Par exemple, quand vous avez sorti les 2 coffrets de Douglas Sirk, ça a été vraiment une étape dans la redécouverte de ce cinéaste. Est-ce comment prend-on un tel pari? Alors, notre approche est toujours, il y a le film en tant que tel, l'œuvre, mais d'être aussi le plus possible, ça je pense que c'est l'héritage et la cinéphilie française qui est sur l'auteur et le cinéaste, plus que les acteurs d'ailleurs, et de se dire qu'on va faire un travail sur des grands cinéastes de l'histoire du cinéma, en ressortant l'essentiel de leurs films, beaucoup de leurs films, voire l'intégralité. Et c'est vrai que ça a été aussi dès le départ notre plus-value et notre apport sur le travail de distribution sur la cinéphilie, c'est de se plonger tout le temps, d'année en année, sur la réédition, pas d'un film de Sirk, de Buñuel, de Kurosawa, mais 7, 10, 15, et aussi des œuvres qu'on aime bien travailler sur la durée, même si on travaille aussi sur des cinéastes qui sont toujours vivants, voire en activité, mais un certain nombre ne sont plus de ce monde, comme Douglas Sirk par exemple, ou Fassbinder. Et c'est vrai que ces 2 auteurs-là, ce qui nous intéresse, c'est de les suivre comme si c'était des auteurs qui réalisaient un film nouveau où il y avait une actualité liée à des nouvelles acquisitions, à une nouvelle restauration. Et si je prends Fassbinder, ça fait 15 ans à peu près qu'on travaille l'œuvre de Fassbinder en sortant, pas tous les ans, mais tous les ans, tous les 2 ans, 3 ans, un nouveau film de Fassbinder, un film inédit qu'on n'avait pas vu, un téléfilm qui n'était jamais sorti en France, des séries télé. Donc on est aussi sur quelque chose de complètement vivant et d'actuel, comme l'actualité de cinéastes qui seraient toujours en activité. Pour venir à Douglas Sirk, c'est vrai que ça nous a paru une évidence et nous correspondre à Carlotta, d'être sur un travail spécifique sur ce cinéaste-là, et d'un seul coup le faire redécouvrir via 2 coffrets qu'on a réalisés, même 3, et qui réunissaient ces grandes œuvres, ces grands mélodrames qui se répondent forcément de l'un à l'autre, et de réaliser aussi et surtout un travail éditorial qui passait par les suppléments, l'édition en tant que telle, le packaging, etc. Comment ça se passe avec les ayants droit? C'est une question qu'on se pose parfois. Vous éditez en effet tout type finalement de cinématographie, notamment des grands classiques hollywoodiens. Comment ça se passe? Vous allez voir un studio, vous leur demandez les droits, vous allez voir les héritiers des cinéastes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment le travail se fait en amont? C'est très variable, c'est-à-dire qu'on a en 20 ans, évidemment, on a développé tout ce travail-là sur le cinéma. Il y a aussi des ayants droit qui viennent nous voir, qui nous proposent, qui ont des droits, qui nous proposent des sorties. Donc il y a à la fois des gens qui viennent nous voir, nous qui sommes en relation avec des vendeurs internationaux, comme tout film nouveau en fait, avec des vendeurs qui vendent des films qui peuvent acquérir des nouvelles acquisitions, ou des sociétés historiques comme des studios de cinéma, des majors américaines ou des majors japonaises comme la Shoshiku, qui est l'équivalent d'une société comme Warner aux États-Unis, et avec qui on a aussi créé un travail de fidélité, et on achète des films auprès d'eux pour la France,
peut-être d'autres territoires, mais essentiellement français, selon, soit tout droit, cinéma, DVD ou autre. Et d'un seul coup, on devient le distributeur l'ayant droit France, et là démarre le travail de réédition et de sortie des films. Donc c'est un peu les deux principaux schémas. Et puis il y a aussi des films qu'on recherche nous, et il y a un peu le travail de détective de rechercher un film qui a disparu complètement des radars et pour lequel on va essayer de retrouver l'ayant droit, qui est pas forcément, où le film appartient pas forcément, vous voyez, à un catalogue représenté par des vendeurs. Et on est aussi en relation avec des cinéastes ou des producteurs qui ont fait quelques films et ils ont les droits, mais voilà, ça se retrouve pas ailleurs. Donc voilà, ce travail est vraiment transversal. Alors, Hitchcock, bien sûr. Vous avez sorti cet été une large rétrospective autour de l'œuvre d'Ozu qui a été un franc succès. Vous proposez actuellement une rétrospective Bergman en salle. Fassbinder dont vous avez, je crois, une bonne partie des droits, a été à l'honneur aussi au printemps. On a l'impression que les grands auteurs restent insubmersibles, mais c'est dans le bon sens du terme. Mais existe-t-il pour autant une nouvelle cinéphilie et de nouveaux cinéastes aujourd'hui consacrés ou appréciés? C'est-à-dire de nouveaux auteurs. Est-ce que la cinéphilie peut sortir de ces grands auteurs, évidemment très célèbres, qui marchent toujours autant? Alors, il y a deux choses. D'une part, c'est vrai que ça peut nous paraître, nous, une évidence, étant des personnes vivant, passionné de cinéma. On a l'impression que Kurosawa, Buñuel, Fassbinder, Bergman, tout le monde les a vus, on les connaît par cœur. Faut pas oublier que des générations qui nous suivent ou même des gens de notre génération ont loin d'avoir vu tous les films et qu'il faut les remontrer constamment. Et c'est vrai que je pense que tous les 10 ans, il faut ressortir et remettre en avant des grands noms de l'histoire du cinéma pour pas qu'ils commencent à être oubliés et disparaître. Parce que c'est vrai que ce qui nous paraît évident n'est pas forcément aux yeux de tout le monde, y compris d'un public curieux, cinéphile et qui va au cinéma. Donc Bergman, par exemple, actuellement, c'est aussi une redécouverte pour plein de gens, pour plein de spectateurs, y compris nous cinéphiles, parce qu'on n'a pas tout vu, tout Bergman, et on redécouvre des films plus rares. L'idée étant toujours d'être dans un équilibre aussi, de faire découvrir les films les plus connus, mais pas forcément vus, de l'œuvre d'un grand cinéaste comme Bergman, mais aussi des films plus rares, plus méconnus, et ce qui crée une vraie dynamique pour passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que, par exemple, Ozu, où je suis beaucoup allé dans les salles cet été, à Paris, en province, on voyait que les gens allaient voir 1, 2, 3, 4 Ozu, et qu'il y avait une vraie forme de dynamique. En plus, chez Ozu, il y avait ce sentiment d'être bien dans ce monde, dans cette famille, et de se dire, on veut prolonger et piocher et aller voir plusieurs films, ce qui n'aurait pas été forcément le cas, vous voyez, avec la sortie seule d'un film d'Ozu, forcément. Donc il y a cette immersion-là qui me paraît importante, et donc ça, faut jamais perdre de vue d'être constamment sur les grands films, les grands noms, et aussi, et c'est notre travail qu'on fait à l'année, c'est faire aussi découvrir des cinéastes qui sont pas forcément aussi connus, reconnus, pas dans les mêmes radars, et d'être constamment dans la découverte. Je pense à Lino Brocca, par exemple, grand cinéaste philippin, qui est dans la pleine filiation de Fassbinder par rapport au mélodrame, et c'est un cinéaste qui était un peu connu dans les années 70-80, qui avait percé grâce au Festival de Cannes notamment, mais qui avait complètement disparu, plus de droits, plus de matériel, plus de copies, et quand on monte plus les films, ils disparaissent de la conscience, de l'esprit de la cinéphilie, la conscience collective, et donc c'est vrai qu'on est constamment aussi sur plein de pépites rares et invisibles, et des auteurs et des films qu'on a envie de faire découvrir et partager. Le cinéma français est pas très présent chez vous. Vous considérez qu'il est bien couvert et que c'est pas le plus urgent à traiter en masse? Alors, je n'irai pas jusqu'à ce point-là, parce qu'on s'intéresse au cinéma français. Quand on fait Buñuel, évidemment cinéaste espagnol, mais on a travaillé sa carrière française dans les 70. On a sorti Plein Soleil. On fait un travail sur Jean-Paul Rapneau à venir avec la sortie de Cyrano, et puis Le Sauvage, Tout feu, tout flamme. Charles Maton, vous en parlerez bientôt, mais là ça va être une vraie découverte, et sur le cinéma français, et plus que le cinéma évidemment. Mais c'est vrai que c'est la particularité d'être distributeur de films de patrimoine en France, où vous avez déjà beaucoup de sociétés ayant droit, productrices de l'histoire du cinéma. Je vais citer Gaumont, Pathé, TF1 et d'autres, qui représentent des catalogues et qui généralement font souvent eux-mêmes. Par exemple en DVD, en Blu-ray, même s'il peut y avoir des collaborations, des coéditions, mais de manière générale, ils sont eux-mêmes éditeurs, ils diffusent. Certains sont aussi distributeurs ou travaillent avec des distributeurs comme nous ou d'autres indépendants, mais c'est vrai qu'on travaille et on collabore par exemple avec Studio Canal pour sortir en salle, mais ça sera eux-mêmes qui vont sortir les films dont ils ont les droits en DVD Blu-ray. Donc on a entre guillemets, paradoxe ou pas, mais peut-être moins accès
au patrimoine français pour acquérir les droits que, par exemple, un éditeur-distributeur américain, dont ces grandes sociétés françaises que je viens de citer ne sont pas implantées aux États-Unis et ont besoin d'un relais naturel et de professionnels pour diffuser et montrer les œuvres de leur catalogue qu'ils ont restauré, etc. Donc c'est pas par choix qu'on va pas sur le cinéma français, et encore on y va de plus en plus, mais aussi parce que voilà, il y a peut-être moins de choses à faire, ou déjà beaucoup de choses qui sont faites par d'autres. Alors en effet, parmi vos choix éditoriaux, il y a le cinéma américain, vous êtes bien implanté, et particulièrement certains réalisateurs phares du Nouvel Hollywood. Je pense évidemment à Brian De Palma, à Michael Cimino, vous avez consacré des magnifiques éditions à Voyage au bout de l'enfer ou La Porte du Paradis, et aussi à Jerry Chatzberg et Peter Bogdanovich, qui fait l'actualité actuellement. Cette époque-là du Nouvel Hollywood, c'est une époque dans votre cinéphilie, je suppose, importante. Oui, c'est-à-dire que j'ai grandi avec avec l'âge d'or du cinéma hollywoodien, parce que c'est vrai qu'il y a 25 ans, la cinéphilie était plus sur l'âge d'or d'Hollywood, des grands réalisateurs comme Ford, Walsh, Hitchcock pour moi restant toujours aujourd'hui la première porte d'entrée par rapport à la cinéphilie. Mais parallèlement, grandissant dans les années 80 essentiellement, 70-80, évidemment je voyais en tant que spectateur à 13-14 ans les nouveaux films de Coppola, Scorsese, De Palma, etc. Donc ça faisait partie, ils faisaient vraiment, même si certains en font encore partie, mais peut-être pas encore au même niveau, c'est partie de l'actualité du cinéma, on allait voir et on découvrait les films sortis quelques années auparavant, comme Pulsion, Blot, mais qu'on n'avait pas vu en salle. Donc c'est aussi ce qui a, donc le Nouvel Hollywood, qui à l'époque s'appelait pas forcément encore le Nouvel Hollywood, c'est apparu par la suite, mais on va dire le cinéma de cette jeune génération des années 70-80. Je baignais dedans. Et j'ai grandi avec, et quand on a créé Carlotta, outre de ressortir des grands classiques comme La mort aux trousses en version restaurée, ce qui a été aussi notre ligne éditoriale et notre approche assez originale par rapport au marché à l'époque où il y avait déjà évidemment beaucoup de sociétés de distribution de films, mais ces distributeurs-là et aussi ces exploitants qui font un travail sur le patrimoine à l'année trouvaient que ressortir un film des années 70-80, c'était trop récent. Alors, faut se mettre 20 ans en arrière. Aujourd'hui, ça sera les années 2000, par exemple. Mais ça paraissait trop récent par rapport à le public et c'était pas la cinéphilie. Elle a évolué, mais en même temps, c'était ma génération. Et on s'est dit, bah oui, mais je pense que moi-même et ma génération de cinéphiles a envie de voir, comme il l'a jamais vu sur grand écran, ces films des années 70 de cinéastes comme Coppola, Scorsese, etc. Et c'est comme ça qu'on a ressorti les premiers De Palma, Pulsion, Blot, Obsession, qu'on a ressorti Rencontre de troisième type, et que je pense que la plupart des jeunes cinéphiles de ma génération le découvraient pour la première fois au cinéma, dans le format réel, en scope pour beaucoup, pas tronqué en 4/3, pas en VF. Faut pas oublier qu'il y a 20 ans, le DVD apparaissait à peine. C'est-à-dire que les films, on pouvait les voir à la télévision, au cinéma et en VHS. Et en VHS, vous les voyez essentiellement en VF et dans un format pan-scanné. Donc c'était pas l'œuvre non plus. Vous faites très souvent des beaux coffrets. On parlait du Nouvel Hollywood, des coffrets type La Porte du Paradis, etc., qui sont formidables. Est-ce qu'il y a un public de collectionneurs de coffrets ? Ça fonctionne comment ? Je pense qu'il y a déjà la particularité de la France, c'est d'être dans un rapport très très collector et très proche et lié à l'objet. C'est quelque chose qu'on développe depuis le début. C'est dès qu'on s'est lancé quelques années après la création de Carlotta, où on est d'abord distributeur de films en salle, on a prolongé notre travail en édition vidéo, DVD, puis Blu-ray, et d'être tout de suite sur le bel objet. À une époque où il n'y avait pas autant de cette notion de collector qui aujourd'hui est de plus en plus développée à un très fort niveau, mais en tout cas en se disant évidemment il y a le film, mais il y a aussi envie de posséder la belle édition. Quand on a sorti Salo de Pasolini, qu'on avait sorti en salle, en DVD, on a fait un très beau packaging, on a reproduit le dossier de presse de l'époque, donc on a toujours été dans ce rapport-là, et aujourd'hui j'ai envie de dire encore plus, face malgré tout à la baisse du marché du support physique, même si ce marché-là est toujours présent, mais il n'est pas aussi fort qu'il y a 10 ans par exemple. Il y a toujours une vraie envie de la cinéphilie de posséder des films en DVD ou en Blu-ray, mais de plus en plus dans des beaux objets, dans des belles éditions, entre le livre et le DVD. Et c'est vrai que depuis quelques années, on développe ce genre d'édition avec, lorsque le film
on a la matière, le potentiel. C'est aussi de se pencher, c'est pas de proposer juste mettre des photos, quelques textes, mais dans un vrai rapport éditorial. Et donc on est sur des éditions coffret ultra collector à peu près tous les 3 mois sur un film qu'on va mettre en exergue et pour lequel il y a un livre de 150-200 pages, des photos inédites qu'on recherche auprès de collectionneurs et pas retrouver les mêmes photos que vous voyez sur le net ou ailleurs. Enfin, d'être vraiment dans un rapport vraiment privilégié. Et puis le film, les bonus, les suppléments, des Bogdanovich que vous aviez cités. On sort 2 films en édition prestige limitée qui sont Saint-Jacques et The Last Picture Show, 2 grands films du cinéaste, mais aussi 2 livres, un livre d'entretien avec Jean-Baptiste Aurey dans lequel on met un DVD qui est le documentaire récent autour de Bogdanovich. Donc c'est chaque fois de se dire qu'on lit l'écrit avec le visuel et de plus en plus des objets très beaux, très prestigieux qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de posséder, qu'on a envie de garder. Alors, grâce au numérique, le cinéma patrimoine n'a jamais fait autant parler de lui, n'a jamais été aussi vivant. Est-ce que c'est une évolution, selon vous, positive, nécessaire ? Et parfois, cette critique un peu en creux qui est que les versions aujourd'hui restaurées sont plus belles que belles, c'est-à-dire plus parfaites qu'elles ne devraient l'être et qu'elles étaient les versions originales en salle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ou est-ce que vous, au contraire, vous pensez que le numérique est absolument indispensable et au contraire n'est que bénéfique pour le cinéma de patrimoine ? Il est sûr que le numérique a fait évoluer, je dirais plutôt, pas forcément le marché du patrimoine, mais la perception que pouvait en avoir le public du patrimoine, qui pouvait considérer qu'on sortait en copie 35 mm, neuve, restaurée, quelque chose de un peu ancien, poussiéreux, alors qu'aujourd'hui on parle de numérique, de 2K, de 4K, les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose de moderne, tendance, etc. Donc il y a eu, je pense, un rapport différent aussi bien des professionnels, des festivals, on le voit bien, je veux dire qu'on a démarré il y a 20 ans, il n'y avait pas toute cette actualité patrimoine dans les festivals internationaux en France. Il n'y avait pas Cannes Classique, il n'y avait pas Venise Classique, il n'y avait pas le Festival Lumière, il y avait plein de choses qui se passaient. Il y avait les cinémathèques, il y avait des salles à essais. Le patrimoine a pas commencé à exister avec le numérique. On a une histoire forte en France de la cinéphilie qui remonte aux années 40-50. Mais d'un seul coup, il y a eu un autre rapport, je pense, à l'image du patrimoine. Et maintenant, on peut dire que le patrimoine est partout. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Alors en même temps, il est partout, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 10 fois plus de public et d'audience. Parce que le numérique a ses aspects bénéfiques et pas maléfiques, mais en tout cas qui peuvent aussi amener le fait qu'il y ait une surabondance de sorties, de restauration. Vous avez énormément de restauration en France, à travers le monde, et heureusement il y a plein de choses qui sont faites pour préserver, sauvegarder les films, et tout peut pas être forcément diffusé de la même manière. Donc vous avez aussi trop de sorties en salle toutes les semaines, 3 à 4, pour un public qui est pas extensible, qui est un peu le même si vous sortez un film japonais, italien, américain, un spectateur qui va déjà voir une réédition en salle, c'est quelqu'un qui est déjà curieux et qui va aller voir ça en plus ou à la place de la grosse nouveauté à réessai ou grand public. Donc à la fois c'est formidable et en même temps on voit qu'il y a aussi des dangers de mettre tout un peu à un niveau, des restaurations, on ne sait pas vraiment si ça a été restauré, numérisé. Donc il y a un rôle pédagogique important qui doit être fait des professionnels, des festivals, des distributeurs. Après, pour répondre à votre question sur le numérique, est-ce que c'est trop bien restauré ? Est-ce qu'on restaure par rapport à l'œuvre originale, le respect, etc. Ça, c'est, je pense, extrêmement variable et ça dépend surtout des ayants droit, parce que nous, on peut être de temps en temps sur des projets de restauration, mais très souvent, en achetant les droits d'un film, l'ayant droit nous met à disposition le matériel qui existe et qu'il a restauré. Alors sur la vidéo, le Blu-ray, DVD Blu-ray, on va souvent upgrader des restaurations. Mais non, je pense que maintenant on est à un niveau de restauration qui est quand même assez extraordinaire, qu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, c'est sûr, au niveau du chimique, et qui a, me semble-t-il, de manière générale, un vrai grand respect de la restauration des films, des très bons laboratoires en France, au Japon, aux États-Unis, qui s'associent avec des collaborateurs du film pour avoir une validation, par exemple, de la photo, du grain, etc. Il y a toujours des choses qui peuvent être moins bien faites, mais de manière générale, je pense qu'il y a un vrai beau travail de restauration à travers le monde, une vraie plus-value. Et surtout, ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein de films qui auraient pu être laissés abandonnés, je pense, de cinématographie peu diffusée, d'Asie ou autres, qui d'un seul coup sont restaurés et qui peuvent l'être admirablement. Et certains films, on les voit, je pense, comme on les a jamais vus par rapport au moment où ils sont sortis. Et aussi entendus. Par exemple, là, sur les 20 ans de Carlotta, on a organisé pas mal d'animations sur cette semaine-là avec le Pop-Up Store. On a fait venir des laboratoires. Et c'est vrai qu'il y a une vraie
Je parle de films d'ailleurs qu'on distribue pas, donc, mais là c'est notre rapport au cinéma. Quand aujourd'hui on voit la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny César, j'ai plutôt envie de dire qu'on l'entend, on l'entend comme jamais on l'a entendu, grâce à la restauration, ce qu'on ne pouvait jamais faire auparavant, mais grâce au progrès technique de la technologie et du numérique. Et donc on entend, comme on n'a jamais entendu, ces films des années 30-40 du cinéma français. Et ça, c'est extraordinaire. Vous parliez tout à l'heure du public. Est-ce que ce public évolue et est-ce qu'il peut évoluer à travers des nouveaux supports ? On parle maintenant de plus en plus de plateformes VOD qui se créent au fur et à mesure. Est-ce que c'est une manière d'aborder, de conquérir un nouveau public de cinéphiles ? Tout nouveau moyen de diffusion est évidemment important, intéressant et bon pour transmettre et diffuser la cinéphilie. Après, on s'aperçoit que le public cinéphile qui nous suit, qu'on peut aller chercher, qui peut être potentiellement intéressé par un film d'Ozu, de Bogdanovich ou d'autres, on l'a pas encore sur la VOD. C'est-à-dire qu'on l'a sur la salle de cinéma. Les spectateurs savent où aller voir un film de patrimoine dans des salles qui font un travail de patrimoine à l'année, des salles à réessai, même si on se contente pas de toucher le public traditionnel. On élargit et notre approche, c'est de toucher le public le plus vaste, entre guillemets, possible. Il existe sur le DVD, le Blu-ray. On sait où acheter un DVD, un Blu-ray, dans des magasins physiques, sur Internet. Les chaînes de télévision font un très bon travail de Ciné+, à OCS, à Arte. En revanche, même s'il existe des lieux et des très bonnes plateformes, on s'aperçoit que le spectateur, j'ai envie de dire cinéphile, c'est-à-dire qui s'intéresse au cinéma, qui voit des films, ne sait pas où aller voir un film de patrimoine en VOD. Parce que ces lieux-là ne sont pas identifiés. Donc ça va, on sait parvenir avec le temps, mais en tout cas, il n'y a pas d'identification à ce jour, malgré ce qui peut exister. Et c'est vrai qu'exister sur le net est très très difficile aujourd'hui. On s'aperçoit que des sites qui existent de VOD, SVOD ou tout ce qu'on veut, l'existent aussi avec beaucoup de moyens de promotion de communication et c'est compliqué d'exister uniquement via les réseaux sociaux ou un peu de com. Et tout se fait pas du jour au lendemain. Donc je pense qu'il y a, pour l'instant, on le retrouve pas là. Il y aura sûrement des développements, mais le public vient au cinéma, achète des DVD, le voit à la télé, vient dans les festivals, et potentiellement, il est présent. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 20 ans à venir de Carlotta? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter mieux? Se retrouver là dans 20 ans et discuter de nouveau cinéma et de parler non seulement de tout ce qu'on aura fait de nouveau en 20 ans et puis de l'actualité permanente du cinéma et de nouveaux hommages, rétrospectives, découvertes, redécouvertes, parce que c'est vrai ce que je dis toujours, et on me pose des fois, oui mais t'as pas fait un peu le tour là de sortie de film en 20 ans, etc. On n'a jamais fait le tour parce qu'on découvre constamment, c'est-à-dire que c'est une découverte constante. On est sur 120 ans, pas loin d'histoire du cinéma, donc on est sur une découverte constante du cinéma, et il y a tellement de cinématographie de cinéastes qu'on ne connaît pas, ou de films, de premiers films de grands cinéastes, donc c'est permanent, et ce travail-là est plus vivant que jamais, autant, voire peut-être plus. Ça, je le dis parce que je suis vraiment complètement dans le patrimoine et dans mon ADN, peut-être plus que le cinéma d'aujourd'hui et d'actualité. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Alors, dans votre histoire de cinéma, mon cher Antoine, nous allons parler d'un artiste que vous connaissez particulièrement bien, Charles Mathon, à l'occasion de la sortie d'un très beau coffret DVD regroupant ses 4 longs métrages, plus des courts métrages, plus plein de merveilles, ainsi qu'un livre écrit par Sylvie Mathon. Alors oui, j'ai eu la chance de bien connaître Charles Mathon quand j'étais plus jeune, et même quand j'étais très jeune. Et Charles Mathon, c'est peut-être l'un des plus grands artistes du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a compris le XXe siècle, qui l'a résumé, qui l'a projeté aussi dans l'avenir qui est devenu le nôtre aujourd'hui. Il n'est pas extraordinairement connu du grand public, et pourtant il a une cohorte d'admirateurs parmi les plus grands artistes, les plus grands philosophes, les plus grands cinéastes. Parler de Charles Mathon à par exemple Jean-Pierre Jeunet, il est capable de vous en parler pendant des heures, mais c'est le cas de tas de personnes d'horizons les plus divers. Et donc l'œuvre de Charles Mathon, elle est très très complète, et elle comporte notamment des films, parce qu'il était cinéaste alors qu'il était aussi peintre, illustrateur, photographe, sculpteur. Enfin, il a vraiment donné dans tous les arts. C'est une œuvre
cinématographique qui n'était pas très facile d'accès. Une partie des films n'avait jamais été éditée en DVD. Et là, Carlotta nous sort un coffret absolument extraordinaire avec toute l'œuvre cinématographique de Charles Mathon, y compris des courts-métrages qui sont... pour certains totalement oubliés et qui pourtant sont très importants aussi. Et puis, il y a un magnifique livre qui est le coffret, en quelque sorte, l'objet qui contient les DVD et qui a été écrit par Sylvie Mathon, qui était l'épouse de Charles Mathon. Voilà. Et Sylvie Mathon qui nous fait le plaisir et la gentillesse d'être avec nous dans l'émission pour nous parler donc de l'œuvre de Charles Mathon. Sylvie Mathon, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors pour quelqu'un qui découvrirait là en même temps que nous avec les auditeurs l'œuvre de Charles Mathon, comment en quelques mots, comment vous la résumeriez ? Je sais que c'est un exercice toujours réducteur, mais quels seraient les premiers mots qui vous paraîtraient les plus justes pour résumer son œuvre ? Oui, effectivement, elle est complexe et donc difficile à résumer. Disons qu'elle est vaste et Charles se disait lui-même, sur un mode ironique, fabricant d'images, puisqu'il était à la fois peintre, dessinateur, sculpteur, photographe et cinéaste. De même qu'il était écrivain, et je suis ravie d'avoir pu... donner un grand nombre de manuscrits de Charles à la BNF il y a quelques années, qui effectivement confirme ce statut dont il faisait peu cas, bien qu'écrivant tous les jours 1 ou 2 heures par jour. Donc, fabricant d'images, il était peintre avant tout, c'est-à-dire avant tout le reste d'abord, et disons en son esprit, c'est-à-dire que la peinture était pour lui le médium qui lui correspondait le mieux à sa manière d'aborder les apparences n'étant pas équivalentes à la réalité. Donc Charles n'a eu de cesse, à travers le médium peinture, mais aussi le crayon, et Charles était un immense dessinateur, et Dieu sait que par génération nous avons quelques grands artistes, mais très peu de dessinateurs. Ensuite, il était photographe, c'est-à-dire qu'il captait des instants, il cadrait ce qu'il avait sous les yeux, et cinéaste. Alors il se disait aussi contrebandier, c'est-à-dire que Charles affirmait que chaque technique ayant ses frontières et ses spécificités, selon ce qu'il désirait exprimer, il était obligé de passer d'un médium à l'autre, donc en fonction de ce qu'il voulait partager avec un public restreint ou vaste selon la technique employée. Alors justement, le cinéma, comment le cinéma de Charles Mathon se nourrissait de ses autres talents artistiques? Alors, ce que Charles affirmait donc, c'est que lorsqu'il faisait de la peinture, il était un peintre. Lorsqu'il faisait du cinéma, il était un cinéaste. Il n'était pas un peintre faisant du cinéma. Lorsqu'il faisait de la photographie, il devenait photographe. Et il n'était pas un dessinateur en train de faire de la photo, etc., etc. Lorsque Charles a commencé à faire du cinéma, il l'a d'abord fait avec un court-métrage qui s'appelle La Pomme. Et ça, c'est le contre-exemple. C'est-à-dire que La Pomme est un film de dessinateurs, d'esthètes qui travaillent avec la peinture et le crayon et la sculpture, pour raconter une histoire absolument banale et quotidienne, un couple, des enfants, le couple se sépare, mais en fait, les images sont des images jamais vues, à savoir que le film se déroule, s'arrête, l'image arrêtée devient bien sûr dans notre regard une photographie qui elle-même va devenir un dessin très réaliste qui va de seconde en seconde sous la caméra verticale se transformer jusqu'à devenir quelque chose de quasiment abstrait, mais qui continuera dans toutes ses formes, dans toute cette recherche formelle, à exprimer l'essence même de la chose, à savoir du sujet traité. Donc ça, c'est le premier court-métrage. Donc après La Pomme, il y a d'autres courts-métrages, et alors il y en a un où on va voir apparaître Richard Boringer, qui est Activité vinicole dans le Vouvray. Alors ça, c'est quand même très étonnant. Quelle est l'histoire de ce document? Absolument, c'est très étonnant. C'est un film, c'est un ovni total.
c'est un film de vacances. Richard Bohringer m'a d'ailleurs raconté un petit peu ses souvenirs de ce tournage et ce texte est dans le livre. 1 mois et demi de tournage pour 15 minutes de film, c'est un peu du jamais vu, donc c'est sans doute le court-métrage le plus cher de l'histoire du court-métrage. Et il faut savoir que ce mois et demi de tournage se passait donc dans le Vouvray, dans les caves du Vouvray notamment, et que les protagonistes de l'affaire passaient d'une ivresse à l'autre, et les personnages étaient Richard Bohringer, donc tout jeune, Charles Maton et Jean-Pierre Rassam, qui fut l'un des plus grands producteurs français, mort bien trop jeune. Et la première production de Jean-Pierre Rassam, le premier film de fiction de Charles Maton et le premier film de fiction également pour Richard Bohringer. Le scénario n'existait pas, le scénario s'écrivait de jour en jour. Richard résume le film à une histoire de vendange, une histoire de vendange avec une belle nana, et c'est à peu près ça. Voilà, donc c'est un ovni, c'est amusant que quelqu'un ait eu les moyens de faire un film en 35 mm. Je dois dire, petite anecdote, qu'il n'y avait pas de son direct, tout le son a été post-synchronisé, et j'en ai pour preuve d'avoir reconnu la voix de Charles avec un accent morvandio, comme il savait très très bien le faire, il savait très très bien imiter les paysans du Morvan. Oui, c'est un brouillon, un ovni. C'est un drôle d'objet, ce film. Alors, ça se regarde ainsi. Voilà. Il y a un autre court-métrage qui est Paris, mai 68, ou les violences policières. Mais on peut peut-être passer au premier long-métrage, qui est l'Italien des Roses, où on va retrouver Richard Bohringer. Et même pour les gens qui ne connaissent pas Charles Maton, ce film est considéré comme un film mythique aussi dans la carrière de Bohringer. Donc c'est vraiment un vrai début pour les deux. Absolument. Encore une fois, c'est leur premier long métrage à tous les deux. Et Richard est fantastique dans ce film. Le film lui-même est une belle aventure. Déjà au niveau de l'écriture, au départ c'était un court-métrage. Charles a obtenu l'avance sur recette pour le court-métrage, il l'a refusé. C'était une première dans l'histoire du CNC. Parce qu'entre-temps, il écrivait un long-métrage. C'est une histoire qui était au départ un fait divers, donc un type sur un toit qui veut se jeter dans le vide et la foule qui s'amasse au pied de l'immeuble dans cette cité, dans cette cité des Roses donc. Et la foule au départ est très bienveillante et petit à petit va devenir de plus en plus hystérique jusqu'à lui demander de sauter. Et lui, pendant ce temps-là, parallèlement à cette simultanéité entre le toit et la foule, lui va se remémorer sa journée et c'est le mal-être d'une société en cette époque des années 1970 avec une fêlure psychologique individuelle particulière que vit le personnage incarné par Richard, qui est encore une fois formidable dans ce film et qui a un moment de bravoure dans le bar où il se lâche, où il improvise et il est juste génialissime, quoi. Et alors, dans ce film, qui est aussi, c'est en ce sens qu'il a quelque chose de précurseur, qui est aussi un des premiers films sur la banlieue, finalement, on voit dans ce film, on voit dans le coffret, on voit tous les dessins qui avaient été faits par Charles Maton pour illustrer et préparer le bâtiment, pour préparer justement ce toit d'un immeuble de grande hauteur sur lequel se trouve Richard Bohringer. Là, il faut dire que le livre est un travail extraordinaire dans lequel il y a à la fois beaucoup de photos de tournage, mais il y a aussi les innombrables croquis, les innombrables notes avec une écriture magnifique, avec évidemment un dessin somptueux qui ont été faits par Charles Maton pour accompagner son film. Oui, mais alors il n'y a pas du tout tous les dessins. Il n'y en a qu'une partie. Je me suis fait énormément de violence en faisant ce livre qui comprend quand même 304 pages. Mais on mettra tous les dessins dans le prochain qui en fera 1500. Non, là je plaisante, mais c'est vrai que c'est une partie. Il a fallu faire des choix. Et c'est vrai que tous ces dessins, toutes ces notes, tout ce travail préparatoire, ce qui frise l'obsession,
est absolument formidable et on retrouve on trouve des choses amusantes. Par exemple, là, moi, comme je l'ai sous les yeux, je peux vous le dire, page 119, là, il y a le dessin donc de l'immeuble. Il est marqué une architecture de carton, c'est-à-dire que Charles déjà sait. Ils ont effectivement tourné sur le toit d'un immeuble. C'était près de l'hôpital Beaujon. Mais ils ont également tourné en studio. Donc il y a eu reconstitution d'une partie du haut de ce toit d'un immeuble moderne, hein, évidemment un toit plat. Mais il y avait également cette idée d'une architecture de carton. Donc on est déjà dans les reconstitutions de lieux, dans les miniaturisations de lieux que Charles a faites quelques décennies plus tard. Donc c'est très amusant. Tout cela, effectivement, le maillage existe complètement entre les films et les autres médiums, comme on se disait tout à l'heure. Alors le film suivant, qui a un titre qui étonnera un peu nos auditeurs, qui est Spermula, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Spermula qui a un sous-titre, je crois. Oui, c'est de mémoire, c'était L'amour est un fleuve en Russie. Voilà, qui est savoureux. Voilà. Charles s'est beaucoup battu pour que le titre Spermula disparaisse. Et ensuite, il l'a totalement assumé parce qu'il fallait bien. Bon, c'est un film qui appartient encore une fois à son époque, donc les années 70. C'est un titre un peu idiot parce que finalement, ceux qui seraient allés voir le second film de Charles Mathon, à savoir le réalisateur de L'Italien des Roses, parmi ceux-là, il y en a qui n'y sont pas allés à cause du titre, et ceux qui allaient voir le film attirés par le titre en sortaient extrêmement déçus parce qu'ils n'y avaient pas trouvé ce qu'ils allaient y chercher. C'est un film, c'est une commande, c'est un film qui a été proposé à Charles par un producteur qui était novice, Bernard Lantéric, qui ensuite est devenu un écrivain de best-seller. Et Bernard Lantéric a proposé donc une trame, mais surtout une production importante pour que ce film érotique, donc encore une fois dans cette décennie où il y avait tous ces films érotiques et qui faisaient du bien à notre société aussi, hein, il a fallu en passer par là bien sûr pour libérer un petit peu tout cela. Donc ce que Bernard Lantéric proposait à Charles, c'était quelque chose d'une magnificence au niveau des décors, au niveau d'une création d'objets, de sculptures, et ça correspondait complètement à ce qu'il était en train de faire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il a accepté, il a bien réfléchi et il s'est dit qu'il allait faire ce film avant de travailler le scénario autrement et d'en faire un film finalement qui est un film totalement féministe, un film complètement actuel qui, à mon avis, va trouver ses spectateurs aujourd'hui par une lecture qui n'était peut-être pas aussi évidente que cela lors de sa sortie. Alors ensuite, on a un film qui est un film largement autobiographique de Charles Mathon, qui est La Lumière des étoiles mortes, dans laquelle joue d'ailleurs votre fils à tous les deux, qui est Léonard Mathon, et qui est d'ailleurs aussi, on parlait de Jean-Pierre Assam tout à l'heure, celui-là, il a été produit par Humbert Balzan, donc on peut dire que Charles Mathon, ça a été aussi la rencontre avec des noms très importants de la production. Oui, cher Humbert, qui est parti bien trop tôt, lui aussi. Absolument. Donc c'est une belle rencontre avec ce producteur et ami, devenu ami. Donc La Lumière des étoiles mortes, c'est une chronique. C'est la chronique qui se déroule sur 2 ans et demi, pendant lesquels des Allemands ont donc investi, lors de l'occupation allemande, ont investi la maison dans laquelle vivait la famille Mathon, en les laissant demeurer là, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de partir sur les routes et de se retrouver dans une autre demeure, on ne sait où. C'est arrivé maintes fois en France, lorsque ce film est sorti, on a reçu énormément de courriers et de coups de fil, et même de coups de fil d'amis qui avaient vécu la même chose, avec les mêmes séquences, c'est-à-dire forcément la séquence de Noël, où tout le monde se retrouve dans le salon avec l'arbre de Noël, les Allemands et les Français, ce qui ne signifie pas du tout une collaboration, mais juste une vie en commun un peu étrange, avec parfois, et c'était le cas là, le père de Charles et un officier allemand qui avait vécu les mêmes choses sur le front
lors de la guerre précédente. Donc il y avait des souvenirs communs. Mais sur cette base-là, qui est donc une chronique comme ça au quotidien, Charles a raconté ce qui est finalement le ferment de son art, le ferment de sa création, à savoir toutes ces recherches, ces interrogations face au miroir, face aux apparences. Et bien entendu, un artiste se construit dès l'enfance, comme chaque être humain, bien sûr. Donc, il a fait une introspection, bien entendu, lors de l'écriture de ce scénario et lors du tournage de ce film, qui est un film un peu ovni lui aussi, mais parce qu'il y a des émotions qui se créent lors des projections de ce film que nous n'avons jamais comprises nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on voyait les gens sortir des projections avec le nez rouge et les yeux pleins de larmes. Et ils ne savaient pas eux-mêmes pourquoi ils avaient pleuré, pourquoi soudain ils étaient submergés par une émotion qui les dépassait, qui nous a toujours dépassés aussi. Donc c'est un film, c'est vraiment un drôle de film, super beau à mon avis. Et puis alors nous allons retrouver Richard Bohringer avec Romane Bohringer aussi, mais aussi avec Jean Rochefort et Klaus Maria Brandauer dans Rembrandt, qui est le dernier film de Charles Mathon, et dans lequel évidemment, même si il était cinéaste quand il était cinéaste et peintre quand il était peintre, il y a évidemment toute son admiration pour Rembrandt qui passe dans ce film dont vous avez fait le scénario d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je me suis lancée dans cette écriture, dans cette recherche d'abord et dans cette écriture toute seule pendant 9 mois. Et ensuite, on a travaillé à 4 mains. Et tout part en fait, de la lecture d'un résumé de la vie de Rembrandt, une année par ligne sur un petit livre qui coinçait dans la bibliothèque. Enfin, c'est vraiment le pur hasard qui nous a amené à désirer faire ce film. Et c'était d'un romanesque fou, mais il y avait effectivement plusieurs raisons de faire ce film, à savoir la vie de Rembrandt, qui est une vie chargée de chagrin, avec la trahison d'une société qui va l'adorer, puis se détourner de lui, cherchant, alors qu'elle est à la recherche d'une autre mode, d'une autre forme de peinture, beaucoup plus claire, beaucoup plus fleurie, alors que lui s'enfonce dans ses ombres, avec les ombres amenant bien entendu les lumières. Mais sa vie est d'une tristesse absolue, est une tragédie absolue, et Rembrandt est le courage incarné. C'est-à-dire que malgré tous les chagrins, la perte des enfants, de la femme aimée, la ruine, etc., il continue. Plus il est un peu comme Job, plus il est délesté de ce qu'il aime, plus sa peinture devient lumineuse et flamboyante. Alors, on sait que Charles Mathon était parfois incompris dans son époque, notamment en tant que peintre, notamment parce que il était à l'époque où la peinture abstraite, la plus abstraite, était totalement reine auprès des critiques d'art, et Charles Mathon n'était pas un peintre abstrait. Et est-ce que on peut dire qu'il y a quand même une certaine projection entre l'isolement qui était celui de Rembrandt et ce que Charles a vécu quand il a été face à cette difficulté de son époque de le comprendre, alors qu'aujourd'hui les gens le comprennent beaucoup mieux. Oui. Oui, et bien entendu qu'en écrivant ce scénario, j'avais cela en tête tout le temps, et il ne s'agissait pas de raconter Charles, il s'agissait bien de raconter Rembrandt. Mais oui, absolument, Charles également a été d'un grand courage, et surtout d'une sincérité absolue. C'est-à-dire que l'art étant pour lui ce qu'il y avait de plus important, à savoir un mode d'emploi de la vie, il aurait très bien pu faire, non pas ce qu'on lui demandait, parce qu'on ne lui demandait rien, mais il aurait très bien pu faire comme il était demandé à l'époque aux artistes. Il en a même eu l'idée,
pardon de parler de quelque chose d'une chose que j'ai faite, mais il y a également dans ce coffret un documentaire que j'ai réalisé donc sur Charles et qui a été diffusé sur Arte plusieurs fois. Il est donc dans ce coffret où je raconte Charles et je raconte notamment ce moment de sa vie où après un incendie dans son atelier, voyant les toiles brûlées, les châssis à demi carbonisés et trouvant cela assez esthétique, il s'est dit tiens, je pourrais devenir l'artiste des combustions, et j'en ai fait un petit moment où on rigole à ce propos, car disons que l'idée lui a traversé l'esprit 3 secondes, dans la mesure où c'eût été vendre son âme totalement, et ça il n'a jamais, je peux affirmer, et vous le savez aussi cher Antoine, que Charles Maton n'a jamais vendu une parcelle de son âme, encore une fois l'art étant beaucoup trop étant primordial pour lui, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Sylvie Maton, merci beaucoup. Je rappelle la sortie donc d'un coffret 4 DVD chez Carlotta, donc les 4 longs métrages, L'Italien des Roses, Spermula, La Lumière des Étoiles Mortes et Rembrandt, plus de nombreux d'autres courts-métrages, ainsi donc que la sortie du livre de Sylvie Maton qui revient sur l'œuvre de Charles Maton. Une découverte quand même, vraiment pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce sont des films magnifiques et ce sont des films qui sont d'une originalité assez extraordinaire. On peut dire que Charles Maton était vraiment est vraiment passé comme un ovni dans le paysage du cinéma. Voilà, et tout est dit. Merci beaucoup Antoine et merci à vous Sylvie Maton d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir convié, merci beaucoup pour ce moment. Au revoir. Dans cette partie DVD Blu-ray, nous débutons avec 2 films réalisés par Peter Bogdanovich, édités chez Carlotta Film. Saint Jack, réalisé en 1979, et The Last Picture Show, la dernière séance, plus connue sous le titre français La dernière séance, réalisée en 1971. Saint Jack, surtout, avec Ben Gazzara, Damon Elliott et George Lazenby, donc réalisé en 1979. Nous sommes dans les années 70. Jack Flowers, joué par Ben Gazzara, ouvre un bordel à Singapour où il espère faire fortune, et son ami, le comptable William Lee, joué par Damon Elliott, le Marcus Brody d'Indiana Jones, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, le soutient dans son entreprise. Toutefois, Jack doit faire face à la pègre locale, hostile à son activité, et la réalité de la guerre du Vietnam intervient dans son quotidien quand la CIA lui propose d'ouvrir un bordel spécialement destiné aux soldats en permission. Le film est adapté du roman de Paul Theroux, Orson Welles, nous y revenons, recommanda au cinéaste. Welles d'ailleurs voulait un temps le réaliser avant de l'abandonner. Les droits du roman appartenaient à Playboy, qui est devenu coproducteur du film avec Roger Corman, qui avait à l'époque, des années auparavant, donné sa chance à Bogdanovich en produisant son premier film, La Cible. Les autorités de Singapour ne voulaient pas autoriser le tournage car ils n'appréciaient pas justement le roman qui dépeignait le pays comme un bordel pour soldats du Vietnam. Bogdanovich envoya alors une fausse version du scénario intitulée Jack Valet de cœur, qui n'avait rien à voir et qui donc il a un peu dupé les autorités pour tourner son film. Il rencontra Ben Gazzara sur le tournage de Opening Night de Cassavetes, dans lequel il faisait de la figuration. Il l'engagea pour le rôle et c'était parti pour 6 mois de tournage à Singapour. C'est un film charnière dans la carrière de Bogdanovich, qu'il tourna après plusieurs échecs successifs. Il s'identifia beaucoup au personnage de Ben Gazzara. C'est un film qu'il a voulu faire sur notre degré de moralité, dans lequel il a évité les clichés. C'est vrai que c'est un film très libre dans sa construction. Les dialogues ont parfois été écrits le jour et réécrits le jour même du tournage, avec l'intervention de Damon Elliott qui joue donc ce comptable et qui intervient à 3 moments clés du film. On apprécie vraiment son regard particulièrement pertinent sur un monde post-colonial qui est très finement dépeint à travers cette galerie d'anglais arrogants et désabusés. Et puis à l'image de l'interprétation de Ben Gazzara dans l'un de ses meilleurs rôles, une œuvre d'une nonchalance très séduisante. You've been to Singapore before, haven't you? No, I haven't, but I've always heard it very pleasant. Yeah, well, it depends on what you like. Now, what did you have in mind? Hey, you're not a squash player yourself, by any chance, are you? No, Bill, I drink. Hey, honey, what are you drinking? Hot chocolate, sonny. Women here are all so attractive. They're all guys. You're a ponce, aren't you? Hard to say what anyone is. Personally speaking, I can never bring myself to pay. Million people make love for so many crazy reasons. Why shouldn't money be one of them? Huh?
Who's that black girl Julie just left? She's so beautiful. Yeah, she is. You be careful. I should forget about that house of yours, Jack. It doesn't strike me as a very popular idea amongst the Chinese community. You too, busy man. There ain't no use you just running now. I like you, but I ain't turn you down. You Italian? Yeah, that's right. Italian. Good liver, bad husband. That's what my mother always said. Deuxième film de Peter Bogdanovich à ressortir, c'est La Dernière Séance, réalisé en 1971 avec Timothy Bottoms, Sybil Shepherd et Jeff Bridges. Très beau film sur les derniers instants d'une bande d'amis encampés donc par ces jeunes acteurs très prometteurs à l'époque dans un très beau noir et blanc. Première grande reconnaissance artistique pour Peter Bogdanovich qui avait été nommé aux Oscars pour ce film, sans doute l'un de ses films les plus célèbres. La Dernière Séance, il en parle dans un livre qui sort avec cette double édition en DVD, un livre de Jean-Baptiste Thorey qui s'intitule Le cinéma comme élégie, des entretiens donc que Thorey a menés avec Peter Bogdanovich pendant de nombreuses années, et également avec ce livre, un documentaire, One Day Since Yesterday, Peter Bogdanovich and the Lost American Film, réalisé par Bill Take. Alors Antoine, quelques mots sur Peter Bogdanovich, qui est donc un réalisateur qui a été célèbre dans les années 70, après donc les succès de Jack Picture Show, mais aussi de La Barbe à Papa et dont se fait la valise Docteur. C'était vraiment un réalisateur célèbre à l'époque, il passait même un peu pour arrogant et prétentieux, et puis est intervenu un événement tragique dans sa vie, le meurtre de sa compagne, Dorothy Strathairn, assassinée par son mari Paul Snider pendant le montage de son film Et tout le monde riait, qui a donné lieu à un livre écrit par Bogdanovich lui-même qui s'intitule La mise à mort de la licorne. Alors d'abord Bogdanovich, avant d'être cinéaste, c'est en quelque sorte un peu comme Truffaut ou Godard. C'est quelqu'un qui a été un historien et un critique de cinéma, et il est notamment connu, un peu comme Truffaut est connu pour ses entretiens avec Hitchcock. Bogdanovich a fait énormément d'entretiens avec de grands cinéastes américains. Il en a fait notamment avec Fritz Lang sur toute la période américaine de Fritz Lang, et d'ailleurs ces livres d'entretien sont édités chez Capricci. Et puis donc Bogdanovich, qui est quelqu'un qui a la plume facile, a effectivement écrit ce livre, La mise à mort de la licorne, pour raconter quelque chose de tragique, qui n'est d'ailleurs pas sans relation avec l'un des films que vous avez cité, puisque vous avez parlé d'un film qui a été produit ou coproduit par Playboy. Et il faut savoir que la mise à mort de la licorne raconte en fait l'histoire tragique d'une jeune femme qui est morte à l'âge de 20 ans. Elle était née en 1960 et elle est morte en 1980, qui était une personne qui s'est retrouvée embarquée dans le système de Playboy. Donc Playboy, ça a été le magazine de charme, le magazine érotique, qui à un moment a réussi à devenir un magazine grand public, parce qu'on y trouvait des interviews de Jimmy Carter ou des articles sur les plus grands sportifs, ceci mêlé à des photos de femmes dénudées. Et le patron de ce journal Playboy s'appelait Hugh Hefner et était un personnage très étonnant, qui à l'époque était flamboyant, qui vivait dans une espèce de manoir dans lequel régnait une débauche permanente, et il avait essayé à son époque de faire croire que le sexe est une fête, en tout cas ce sexe-là, et en réalité le monde du cinéma érotique et de l'image érotique telle que le vivait Hefner était quelque chose de tout à fait aussi sordide que le monde de la pornographie d'aujourd'hui, sauf qu'il y avait une façade qui était beaucoup plus avouable, beaucoup plus présentable, et c'est ça qui a fait que quelqu'un comme Peter Bogdanovich s'est retrouvé embarqué. Il était un des invités du manoir, et c'est là qu'il a rencontré cette Dorothy Strathairn, qui était une magnifique jeune fille d'origine, je crois, canadienne, qui était extrêmement belle, mais aussi extrêmement intelligente. Quand elle a rencontré Bogdanovich, il a commencé à la faire lire. Ils avaient une relation qui était à la fois une relation très émoustillante, mais qui était aussi une relation très intellectuelle. Et effectivement, Dorothy Strathairn avait été amenée dans ce système par Paul Snider, qui était ni plus ni moins une espèce de macro, et elle
avait été prise en pension par Hugh Hefner, qui avait l'habitude de coucher avec tous ses modèles, qui voulait absolument coucher avec elle. Et donc, il y avait une espèce de... Cette jeune fille très intelligente et très belle était sous l'influence tragique d'un macro complètement fou qui était Snyder et de Hugh Hefner, qui était le grand patron de l'érotisme et qui évidemment avait des vues sur elle. Et là arrive Bogdanovich, il y a une histoire d'amour très tendre qui se noue entre lui et Dorothy Stratten, mais il est en permanence sous la surveillance jalouse de Hugh Hefner et sous la surveillance complètement démente de Snyder, et l'histoire va se terminer en une tragédie terrible pour Dorothy Stratten, et dans ce livre, Bogdanovich dresse à la fois le portrait de cette jeune femme, extrêmement émouvant, mais il dresse aussi le portrait extrêmement grinçant de cette période théoriquement de libération des mœurs qui était la fin des années 70 et le début des années 80, et où en réalité il y avait des choses extrêmement sordides qui se passaient. Oui, et cet événement l'a tellement marqué que pendant le montage de Et tout le monde riait, qui est une œuvre de Bogdanovich que beaucoup apprécient, d'ailleurs on le voit dans le documentaire, Tarantino notamment loue ce film, il décida brutalement de racheter les droits du film à la Fox pour lui-même le distribuer, et ça se passera pas très bien. Il finira ruiné, enfin en tout cas ça va le ruiner pendant de nombreuses années, et quelques années plus tard, sur un autre film qui s'appelle Mask avec Cher, il portera plainte contre Universal à cause des coupes imposées par le studio et la suppression de la musique de Bruce Springsteen. C'est dire que Bogdanovich, à partir de cette période-là, aura moins la main sur ses films, sera beaucoup plus contraint par les studios et ne retrouvera pas la pleine liberté des années 70. Mais on sent bien que Bogdanovich, qui était quand même quelqu'un qui avait énormément le vent en poupe, mais qui était aussi quelqu'un qui considérait que le monde lui appartenait, va être totalement brisé par l'épisode de cette relation et de la tragédie qui va intervenir avec Dorothy Stratten. Il faut savoir que Dorothy Stratten, donc, qui était modèle, qui posait nue et qui détestait ça pour Playboy, mais c'était ce qu'elle avait trouvé. Elle espérait, comme beaucoup de personnes couvées par Hugh Hefner, que ce serait un chemin qui l'amènerait au vedettariat, alors que Bogdanovich lui explique, il le dit dans le livre, il lui dit en fait c'est le plus mauvais chemin pour arriver au vedettariat, parce qu'une fois que tu as posé nu, les gens vont pas te prendre au sérieux si ta carrière a commencé comme ça. Bon, il y a des exceptions, mais quand même c'est pas en soi un bon chemin. Donc elle va détester ça. Elle va jouer dans un film de science-fiction érotique qui est évidemment un navet terrible, et évidemment Bogdanovich va être heureux de peut-être sauver sa carrière en la faisant jouer dans Et tout le monde riait, où elle est formidable, où elle joue très très bien, mais malheureusement la tragédie va arriver. Voilà, et la carrière de Bogdanovich s'en ressentira jusqu'à récemment, où il a montré évidemment régulièrement son amour pour le grand cinéma américain, le grand cinéma classique, et j'ajoute qu'il vient de réaliser un très bon documentaire sur Buster Keaton, The Great Buster Celebration, présenté là au dernier festival Lumière, qui retrace la vie de ce génie comique, et particulièrement la vie d'après le cinéma muet, que l'on connaît moins, qui est assez triste d'ailleurs, et que raconte très bien Bogdanovich, donc son documentaire The Great Buster Celebration, qui fait partie donc de la riche filmographie de Bogdanovich, qui est retracée donc dans ce livre, aussi dans ce livre d'entretien donc de Jean-Baptiste Aurey, dans lequel aussi Bogdanovich parle beaucoup de mise en scène, avec des propos parfois un peu péremptoires, un peu terribles sur certains cinéastes, sur certains courants, sur le cinéma européen, sur le nouvel Hollywood. Il n'épargne pas grand monde, et d'ailleurs il dit cette remarque que je trouve assez cocasse, qui selon lui, le cinémascope c'est bon pour filmer les serpents et les enterrements. Voilà, il y a comme ça quelques phrases un peu définitives dans le livre, mais qui est très très savoureux à lire. Donc tous ces événements, toute cette actualité autour de Peter Bogdanovich, donc c'est 2 DVD édités chez Carlotta, ce livre de Jean-Baptiste Aurey, le livre de Bogdanovich, La mise à mort de la licorne, tout cela donc est à savourer, est à dévorer sur ce cinéaste important et attachant. On termine cette partie DVD Blu-ray avec The Seven Ups de Phil D'Antoni, édité chez Wildside, réalisé en 1973 avec Roy Scheider, qui joue un flic membre d'une brigade spéciale, les Seven Ups, aux méthodes non conformistes, qui doit lutter contre de dangereux malfrats qui se mettent à rançonner
forcené les parrains de la pègre en se faisant passer pour des policiers. Le film est aussi interprété par Tony LeBianco et Richard Lynch. Le film a été connu plutôt sous le titre français Police Puissance 7, on préférera le titre original. Phil Antony est à la base producteur de séries télé avant d'être le producteur de Bullitt et de French Connection. Le studio propose alors la réalisation de ce préquel. On peut dire que The 7-Up, c'est une sorte de préquel de French Connection, tourné entre le 1 de Friedkin et le 2 de Frankenheimer, reprenant le personnage donc de Sonny Grosso, joué par Roy Scheider dans le film de Friedkin, mais dont l'action se situe avant, à l'époque où Grosso était donc membre de ces 7-Ups. Pourquoi 7-Ups ? Puisque c'était une brigade qui se destinait à arrêter des types qui en prenaient minimum pour 7 ans de prison. Il reprend, Phil Antony, le style brut de French Connection, avec à nouveau Dan Ellis à la musique et comme cadre un New York urbain, sale et malfamé, très bien rendu. Une manière aussi typique des polars des années 70 de filmer les flics dans leur travail sans montrer leur vie privée. C'était Phil Antony qui avait à l'origine insisté pour avoir une poursuite dans French Connection. Il récidive en réalisant à nouveau une scène de voiture très spectaculaire dans les rues New York, tournée jusqu'à 6 caméras durant un mois. Un morceau de bravoure marquant, tout comme La paire de truands joué par Bill Hickman et Richard Lynch. Un polar incontestablement de bonne facture, très bien mené, mais qui n'arrive cependant pas à la hauteur de son modèle et qui restera l'unique long métrage de Phil Antony, qui poursuivra sa carrière de producteur à la télévision après sa tentative infructueuse d'adaptation du roman Cruising par un certain Steven Spielberg. When organized crime becomes so clever that the police are forced to take desperate measures, it becomes hard to tell the cops from the killers. Quick, Bobby! Bobby, get him! Roy Scheider, in The French Connection, he helped to crack a $32 million dope ring. Now he's back, leading a new team of undercover super cops, even more ruthless than the mob they're gunning for. The 7-Up. The dirty trick squad that even the regular police are afraid of. Who shot the policeman in your car? I'm hurt bad. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 3 décembre pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Séance Radio. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.